Réalisé par Chris Columbus, Harry Potter à l'école des sorciers est extrêmement fidèle au roman. Plus facile aussi. Contrairement à l'Ordre du Phénix qui frôle les 1000 pages, Harry Potter 1 n'en a que 300 à peu près. Néanmoins, le premier film consacré aux jeunes sorciers a dû se séparer de quelques morceaux de récit pas moins intéressants. Nous allons logiquement débuter avec la situation initiale d'Harry Potter à l'école des sorciers, renfermant pas mal de changements entre le livre et le film. Mais avant de raconter cette première histoire, commençons par une légère introduction sur la narration utilisée par l'auteur. Pour bâtir sa saga, J.K. Rowling a choisi un point de vue narratif interne à la troisième personne. L'histoire est vue à travers un personnage, mais ce n'est pas lui qui la raconte. Désolé Harry. Le point fort de cette narration, c'est qu'elle donne au lecteur un lien puissant avec le personnage. Un atout dont profite parfaitement la saga, puisque dans les livres, on sait tout sur Harry. On est très proche de lui, ce qui facilite notre identification à ce jeune sorcier. En quelques mots, on connaît l'état de celui-ci, ce qui est plus difficile dans un film où l'on doit faire comprendre avec d'autres outils comme le jeu d'acteur ou la mise en scène. Quelque chose de plus sensible, même si le film Harry Potter 1 y parvient selon moi. Il faut reconnaître que la narration de J.K. Rowling est un atout qui nous éclaire. Grâce à une lecture claire, on a accès à toutes ses pensées, ses émotions ou ses rêves. Par contre, cela minimise peut-être la psychologie ou le ressenti des autres personnages, car il suppose, déduit en grande partie. Je pense néanmoins que c'était le bon choix. Avec tous ces personnages intéressants, les livres auraient été 10 fois plus longs si nous nous étions baladés dans toutes les têtes. Bien sûr, dès qu'un personnage parle ou exprime une émotion, on se focalise sur lui, mais parce que l'on sait qu'Harry l'entend ou le voit. Placer Harry au cœur de tout et proche de tout le monde était un bon compromis. Peut-être pas auprès de tout le monde. Très rares sont les chapitres où l'auteur s'éloigne de son Harry. Ce sera plus le cas en fin de saga. Par exemple, comme dans le film, les Reliques de la Mort débutent avec un chapitre sur Rogue et les Mange-Morts au manoir Malfoy. Harry Potter à l'école des sorciers débutait par l'un de ces chapitres. Avant le début choisi par le film, où Dumbledore, McGonagall et Hagrid déposent Harry à Private Drive, Rowling avait choisi d'introduire son histoire en décrivant le quotidien de Vernon Dursley. Dès le début, les Dursley nous semblent antipathiques, le point de vue interne étant bien utile pour les caricaturer et nous faire ressentir cela. Même lors de leur description physique, J.K. Rowling en profite pour nous présenter leurs défauts. Et immédiatement on parle du secret indésirable des Dursley, les Potter, la sœur de Pétunia, son bon à rien de mari et leur fils. Enfin, que dire du bébé Dudley, qui ne fait que hurler et jeter sa nourriture partout dans la maison, devant un père admiratif plutôt qu'autoritaire, qui s'en va tranquillement au travail. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. Non, voyons. Il ne lisait pas. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Sur la route pour aller au travail, Vernon Dursley croisera d'autres étrangetés, comme des individus habillés avec des capes. Nous ne le savons pas encore, mais la veille, c'est le soir où Voldemort est venu chez les Potter pour tuer Harry. Ces personnes sont donc des sorciers qui fêtent la disparition de vous savez qui, et la légende du survivant. Vernon essaye de préserver une journée terre-à-terre, mais l'ombre des sorciers et d'Harry Potter plane de plus en plus sur lui. Au travail, Vernon retrouve sa bonne humeur habituelle en réprimandant ses employés. Il est tellement occupé qu'il ne voit même pas les très nombreux hiboux qui parcourent la ville dans une formidable et étrange agitation. À la pause déjeuner, tout bascule pour Vernon qui entend, justement de personnes en cape, parler des Potter et de leur fils, Harry. Un nom qui lui inflige une peur soudaine, et comme il ne sait plus si son neveu s'appelle bien Harry, il hésite à appeler sa femme avant de se rétracter, Pétunia détestant par-dessus tout parler de sa sœur. L'après-midi de Vernon est bien plus difficile que sa matinée, et à la sortie du bureau, il bouscule un homme en cape.
Ne soyez pas navré, mon cher monsieur, rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. » Le vieil homme prit alors monsieur Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. Déboussolé, Vernon rentre à Private Drive et retrouve sa famille. À la télévision, on a bien du mal à expliquer des pluies d'étoiles filantes qui ont étrangement eu lieu dans le pays, ou le comportement des hiboux. Tous ces événements mélangés avec le nom des Potter, c'en est trop pour Vernon, qui commence par demander à Pétunia si elle a des nouvelles de sa sœur avant de se lancer. D'un air aussi détaché que possible, il dit leur fils... Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça? Harry. Un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Oh oui, répondit monsieur Dursley en sentant son cœur s'arrêter, oui. Cette fois-ci, plus de doute. Pétunia confirme bien à son mari que son neveu indésirable s'appelle Harry Potter. Et cette nuit-là, Vernon a bien du mal à trouver le sommeil. Il y parviendra quand même en se disant que Lily Potter sait très bien que la magie les répugne et qu'il n'aura jamais aucun lien avec les sorciers. Et il a grand tort de penser ainsi. Comme nous avons pu le voir, ce premier morceau de chapitre a plusieurs buts bien précis. D'abord, nous présenter les Dursley, et surtout les principaux vices de cette famille. Montrer aussi que quelque chose d'anormal est en train de se passer dans le monde. Qu'il s'agit d'un jour important, et apparemment de joie pour une communauté qui horripile et effraie Vernon Dursley. Cet incipit indique aussi que la famille Potter semble être au cœur de ce bouleversement. Enfin, que qu'ils le veuillent ou non, les Dursley sont reliés à cette communauté qu'ils semblent mépriser par le sang. Personnellement, j'aime beaucoup cet incipit, plutôt original et assez déconcertant. Lorsque l'on débute une saga fantastique dans un monde de sorciers, on ne s'attend pas forcément à débuter avec la journée banale d'un homme des plus ordinaires. Mais très vite, des pointes de mystère et de magie viennent nous titiller. Les références au Potter et au monde de la magie viennent délicieusement se mélanger à l'univers ordinaire de l'oncle Vernon qui perd le contrôle. Je pense que cette scène a été coupée simplement pour gagner du temps. Bien sûr, cette excuse risque de ressortir très souvent vu la taille des livres. Et même si j'aimais beaucoup cet incipit, je comprends totalement ce choix du cinéma que de l'avoir coupé pour entrer directement dans la magie. Comme le premier chapitre d'un roman, la première scène d'un film est d'une importance capitale. Et au cinéma, cette scène aurait forcément demandé une mise en scène particulière, ou une voix off car Vernon parle à peine pendant le chapitre. On est constamment au cœur de sa tête à lire ses pensées et réactions face à des événements inexpliqués. Je vois mal un film d'une telle ampleur démarrer avec ce genre de scène. Cocasse certes, mais répétitive, peut-être moins impressionnante. Il faut quand même avouer que c'est bien plus classe de commencer avec Albus Dumbledore en pleine nuit que les Dursley et leur môme en train de brailler. Impossible donc d'inaugurer une saga de la sorte. Surtout que tous les buts qu'atteint cette partie, notamment le portrait néfaste des Dursley, sont facilement réalisés peu de temps après dans le film, sans cette scène. J'étais devant la vitre et soudain elle a disparu, comme par magie. Mon garçon, la magie, ça n'existe